Donc, je vais vous inviter maintenant à nous faire sortir de la caverne, hein, et donc à nous parler de ces deux idées sœurs, hein, ce que vous allez nous expliquer, que sont l'égalité et l'équité, et de leurs rapports familiaux complexes, comme vous allez maintenant pouvoir nous l'expliquer. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour ces indications qui sont justes. L'équité, c'est autre chose. Alors, je salue d'abord cette assistance. Je n'ai pas pu dire bonjour personnellement à tout le monde, et j'ai repéré quelques connaissances anciennes, n'est-ce pas Rachel? D'autres plus récentes, parce qu'effectivement, je patauge un peu dans votre milieu depuis maintenant 18 ans, et ce qui ne nous rajeunit pas. On ne va pas se rajeunir non plus en démarrant sur les concepts. Et j'avoue que digérer du concept jusqu'après le petit déjeuner à maintenant 8h50, tapante, ça n'est pas évident. Je vais essayer de faire simple parce que dans ce domaine, on peut faire très compliqué alors que ça ne sert à rien. Mais ça fait partie de ces catégories qui sont de la théorie comme de la praxis. Et vous savez qu'à la différence, je ne sais pas moi, des règles de comptabilité qui sont pour moi plus que du chinois, ou de certaines manifestations d'informatique qui exigent une haute technicité, le problème de toutes ces notions et concepts théoriques et pratiques est qu'il faut arriver au simple et que c'est très compliqué d'arriver au simple. Mais si on n'arrive pas au simple, on n'a rien compris au film. Voilà donc une tentative un peu hardie pour un public qui, pour l'instant, risque d'être encore un petit peu à côté. Mais alors, ça a été très bien dit par votre président tout à l'heure, une pause, un moment de silence, et les médecins que je fréquente habituellement disent « nous lever le nez du guidon ». C'est l'autre expression, je pense que vous la partagerez aussi, et même si vous avez des petits appels par-ci par-là qui vont attendre quelques minutes, parce que des Roms vont encore envahir Marseille, parce que quand on les chasse d'un côté, ils réapparaissent de l'autre, hein, c'est ça la romité, eh bien, vous allez faire une petite pause et puis repartir d'ici, j'espère, avec des idées simples, mais pas simplistes. Et pour ceux qui seraient intéressés, je suis prêt d'ailleurs, puisque une fois n'est pas coutume, j'ai fait un petit topo écrit, je pourrais leur passer par Internet sans difficulté. Alors, équité, égalité, j'avais sous-titré ou bien règles de plomb, règles de fer et langue de bois. Ceci pour agrémenter un peu le spectacle. Alors pourquoi? Parce que nous sommes devant une situation conceptuellement étrange. En français actuel, égalité et équité sont sœurs, sémantiquement sœurs. Elles viennent toutes les deux du même mot latin, de la même racine latine, equus, qui a donné equitas et equalitas, ou inequalitas. Mais ce sont des termes relativement vagues. On parle, pour ceux qui connaissent un peu la musique ancienne, à l'époque de la baroque, de tempérament inégal. C'est-à-dire que le nombre de commas, c'est-à-dire d'espaces séparant de notes, n'est pas égal. C'est l'opposition du clavecin ou du clavier tempéré. Inégal, ça se dit aussi raboteux. Et vous voyez que très rapidement, on va dériver vers un autre débat qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, qui est celui de la parité. Or, la parité évoque simplement une égalité numérique. Alors, le problème est qu'en grec, ça n'est pas la même chose. En grec, il y a deux racines différentes. Tout ce qui relève de l'égal, de l'équitas, de l'équalitas, se réfère à une racine commune qui est iso, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de termes modernes. Isomorphie, etc. Tandis que ce qui relève, ce qui est du registre de l'équité, se dira epi ei keia. E-P-E-I-K-E-I-A. Et le radical ici, c'est épi. Donc on est dans un registre qui n'est pas le même. Et c'est peut-être pour ça que c'est au grec que nous allons devoir finalement les meilleures analyses, en dépit du fait que ce sont deux Grecs qui vont s'affronter. Et on pourrait dire que nous savons déjà tout de l'égalité et de l'équité si nous envisageons le dialogue musclé entre Platon et Aristote. Et pour une fois, le monde anglo-saxon ne nous est pas éloigné. Hein, ce ne sont pas des gens très très différents. Quand ils parlent d'equity, ils sont toujours dans la mouvance d'Aristote.
Alors j'ai dit sœurs jumelles, très bien, mais il faut ajouter aussitôt sœurs ennemies. Et c'est ça le problème, ce qui fait que nous nous y perdons. Nous nous y perdons parce que dans certains cas, il n'y a pas de différence, et dans d'autres cas, il y en a une. Je prends un cas simpliste dans lequel il n'y a pas de différence. Prenez des enfants avec un gâteau d'anniversaire à partager. Alors là, ça ne fait pas un pli, si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Ce qui est égal est en même temps équitable. Et ce qui est inégal est en même temps inéquitable. Ça veut dire qu'il faut que la part de chacun soit exactement la même. Là, pour les enfants, il n'y a pas photo. Ou il y a photo, enfin bon. En revanche, quand on est un peu plus grand, les divergences apparaissent et on tourne très rapidement au jeu de ping-pong. Ceci est égal, dit l'un, peut-être, dit l'autre, mais c'est inéquitable. Ceci est équitable, dira l'un, oui, peut-être, dira l'autre, mais ce n'est pas égal du tout. Et bien, c'est là que nous avons tous nos débats sur temps de parole des candidats, nos débats sur le quotient familial, nos débats sur l'accès aux soins. Enfin, c'est interminable parce que, à chaque fois que quelque chose est posé comme soit égal, soit équitable, on se sent, en tout cas, en droit de dire exactement l'inverse. Alors, comment faire? Là, vous allez me dire, en bons élèves que vous avez été sûrement et que vous continuez d'être, sinon votre agence locale vous tapera sur les doigts, vous allez dire, bon, c'est un problème de définition, et c'est un peu ma mission, allons-y, définissons. Et là, nous rencontrons un cas tout à fait étonnant, tout à fait singulier, mais qui arrive dans d'autres cas que celui-ci. C'est le problème de la définition de la définition. Parce que définir, qu'est-ce que c'est? Socrate, le premier, nous a lancé l'idée de la définition conceptuelle. En grec, ti esti. Qu'est-ce que c'est? Le qu'est-ce que c'est de la chose? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce que l'équité? Et comment répond-on à une question de type qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que la chose est ce qu'elle est? Ben là, vous le devinez peut-être déjà. On répond qu'est-ce qui fait que la chose est la même chose qu'elle-même? Le même que soit de la chose. Son noyau dur, si vous voulez, son essence. C'est ça qui fait la définition conceptuelle, alors qu'il existe d'autres types de définitions, des définitions arbitraires, des définitions usuelles, des définitions conventionnelles, des définitions réglementaires, et quelquefois on s'écharpe, je pense aux heures qu'on a passées à la commission d'éthique des réanimateurs, pour savoir ce que c'était qu'un traitement actif qu'on allait interrompre ou limiter. Ça paraît évident au départ, et puis c'est pas évident à l'arrivée. Donc, définition de la définition, et vous voyez qu'en réalité, dans la définition, on est en plein dans une idée d'égalité, voire l'idée absolument égalitaire. La chose est égale à elle-même. C'est ça qui la définit. Et quand on passera aux humains, c'est la question qu'il faudra se poser. Qu'est-ce qui fait que l'homme est le même que soi? Et qu'est-ce qui fait que les hommes entre eux sont les mêmes, alors que par ailleurs, ils ne sont pas du tout les mêmes? Alors la définition nous pose un tel problème que Platon, qui nous en a donné la réponse, disciple de Socrate, va nous plonger lui-même, et c'est comme ça que ça a mal commencé, cette histoire d'égalité, dans un drame en nous disant « Il n'y a pas de choses égales, il n'y a d'égal que l'égal en soi ». Une autre formule aggrave son cas, « Il n'y a pas de choses justes, il n'y a de juste que le juste en soi ». Qu'est-ce qui existe en réalité dans notre monde? Des choses plus ou moins justes. Et le grand argument de Platon est de dire si nous pouvons qualifier les choses de ce monde de plus ou moins justes, dire ceci est juste, ceci est injuste, c'est parce que nous avons l'idée de justice. Jusque-là, ça va bien. Mais ce qui ne va pas bien du tout, et toute l'histoire de l'humanité, et bien au-delà de Platon d'ailleurs, le démontre, c'est qu'en ayant en tête l'idée du juste, on est tenté d'aligner le monde sur cette idée, ce qui est impossible. À moins de devenir un égalitariste à tout crin, si c'est l'idée d'égalité qui prime, et donc de devenir un terroriste et un despote, puisque s'il faut aligner le réel sur l'idée, qui devient du coup un idéal,
eh bien c'est la violence qui est inévitable. Bon, si vous voulez, on n'est pas dans la campagne électorale, mais c'est l'échec de l'Union soviétique. Le Gosplan, c'était un idéal, et jamais la production ne parvenait à satisfaire ses exigences. Aristote a mis le holà. Il a dit, Platon est un théoricien, moi je vais parler maintenant en raison pratique. On va descendre du ciel sur la terre. Et en raison pratique, eh bien, la question va se poser tout autrement parce que, vous voyez, on reste bloqué dans la définition de l'égalité, à moins de changer de question et de ne pas se demander, parce qu'en mathématiques, ça ira très bien, on dira est égal, 2 et 2 sont égaux, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on parle de rien. Tandis que si on change la question et on se demande de quoi l'égalité est-elle le nom, là, on commence à voir apparaître quelque chose. Qu'est-ce qui peut être égal? Et on voit très vite se dissocier ce qui ne pourra jamais être considéré comme égal. Ce qui peut être égal, c'est effectivement le petit signe égal qui renvoie à x et y, ou x et x, ou a et b. Tandis qu'on pourra toujours considérer que ce signe égal peut être maintenu si on fait intervenir maintenant, dans l'intérieur du débat, les différences réelles. Alors vous allez me dire, là ça ne tourne plus rond, comment va-t-on faire? On est piégé. S'il y a d'égal que l'égal en soi, si l'égalité c'est 2 égale 2, alors que 2 peut signifier 2 pommes comme 2 pommes, mais il n'y a jamais 2 pommes égales, donc ça ne collera pas. Comment peut-on introduire la multiplicité du réel et les différences à l'intérieur d'une relation d'égalité? Eh bien, si dit Aristote, il y a une solution. Il faut distinguer 2 types d'égalité. Alors ça, c'est élémentaire, mon cher Watson, mais c'est le commencement de la sagesse. L'égalité arithmétique et l'égalité géométrique. L'égalité arithmétique, c'est x égale x, a égale a, etc. L'égalité géométrique, c'est a sur b égale c sur d. A, B, C, D, vous avez 4 réalités différentes. Et pourtant, vous pouvez écrire égal. Vous pouvez écrire égal parce que ce ne sont pas les choses qui sont égales, c'est le rapport entre 2 choses d'un côté et 2 choses de l'autre. Et cette fois, ce n'est plus l'exemple du gâteau partagé également et équitablement qui compte, c'est par exemple l'exemple de vous donner des antibiotiques par kilo. Hein? Alors je ne dis pas 1 gramme par kilo, parce que alors là, on tuerait son patient, mais vous avez une dose par kilo, et à ce moment-là, vous allez dire, bon, la personne de 10 kilos, l'enfant de 10 kilos, il aura, moi je dis n'importe quoi, 1 gramme, et la personne de 100 kilos aura 10 grammes. Vous voyez que la personne n'est pas égale, c'est pas la même. Il y a un enfant, il y a un adulte assez volumineux, en surpoids même, pourrait-on dire. Et puis, ben, vous avez le même produit, ça c'est vrai, le même antibiotique, ou un autre antibiotique, mais une dose différente. Autrement dit, on va sauver le caractère pratique de l'égalité en introduisant la proportionnalité, et le cri de guerre n'est plus « donnons également aux inégaux », mais « donnons inégalement aux inégaux pour qu'ils soient égaux ». Il faut donner inégalement aux inégaux. Et là, ce n'est plus le gâteau qui est partagé équitablement, c'est « je nourris mes enfants à proportion de leurs besoins en fonction de l'âge ». Et on retrouve partout de l'égalité. Et en même temps, miracle, on est dans la pratique et non plus dans le débat infini entre l'idée de l'égalité et les choses qui sont forcément inégales. On a donc fait un immense pas et maintenant il va falloir appliquer parce que néanmoins, il y a quand même des problèmes qui se posent. Alors il y en a un qu'Aristote va traiter également, qui est celui de la justice. Parce que les deux, équité comme égalité, sont des catégories de la justice. Pas forcément de la même justice. L'égalité consistant à donner inégalement aux inégaux sera évidemment plutôt économique. Elle sera aussi, on m'a dit de ne pas faire d'allusion aux hôpitaux, mais il y en a quand même une qui s'impose, dans ce qu'un de mes étudiants qui vient de finir sa thèse a appelé la métadémocratie dans les urgences. Il faut donner inégalement aux inégalement touchés. Alors que ça ne correspond pas très bien à l'idée bien française de premier arrivé, premier servi, faisons la queue, prenons un ticket. Enfin, là, on confond avec l'égalité de traitement au guichet de la sécurité sociale. Donc, il y a des problèmes économiques, mais il y a des problèmes
judiciaire. Là, ça devient un peu plus coinçant. Si la loi n'est pas égale pour tous, elle n'est pas juste. Ce sont des lois pour caste, ce sont des lois différenciées. Et c'est là qu'Aristote va introduire l'équité. La loi est générale, mais les situations sont particulières, et les intéressés sont singuliers. Et il va introduire l'équité d'une deuxième manière, c'est-à-dire que ça n'est plus à la loi, mais à quelqu'un que va revenir le soin de régler la question de l'équité, ce qu'il appelle le juge d'équité. Le juge tout court, le magistrat, pourrait-on traduire en langage contemporain. On va ainsi passer de la règle de fer, qui est celle de la loi, du type meurtre avec préméditation égale 30 ans de prison, meurtre avec préméditation plus barbarie égale 30 ans incompressible. Bon, tout ça étant totalement illusoire dans la situation française, tout le monde le sait. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Et le juge d'équité, mais ça, le juge d'équité, ça peut être un jury américain, hein, va être l'ensemble des personnes qui vont sous-peser ce qu'a été la malignité éventuelle, les circonstances atténuantes, comme on dit, les circonstances de l'espèce. Et il y a une de nos deux cours suprêmes françaises qui est une grande spécialiste du jugement d'équité à un tel niveau qu'on peut se demander d'ailleurs si on y retrouve de la justice quelconque, c'est le Conseil d'État. Le nombre d'avis du Conseil d'État dans lesquels on pose une question générale et il donne comme réponse dans les circonstances de l'espèce, c'est-à-dire il n'y a rien à voir, passez, allez vous faire foutre, monsieur un tel est autorisé à ceci ou pas, telle situation est réglée comme ci ou comme ça, et donc on ne tire aucune généralité. Ce qui fait une jurisprudence un peu difficile à traiter. Bon. En revanche, si on ne distingue pas la proportionnalité, l'équité, pour s'en tenir à la règle de fer d'une égalité de principe, alors on a tous les drames connus dans l'histoire. Les niveleurs chez Cromwell, en Angleterre, les égalitaristes de tout poil. Et même, parce que ça arrive, et même Aristote nous dit que ça pourrait être une tentation intéressante pour nous, les sociétés d'égaux. Tiens, est-ce que le graphe en est pas une? Parenthèse, pour en discuter à table. Société d'égaux, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est au tout à l'ego, comme chacun sait, et évidemment, Sparte en était une d'une certaine façon. Alors c'est une idée qui nous est chère parce que, bon, c'est l'idée mère des clubs, hein, de toute façon. On se sent beaucoup mieux entre égaux qu'entre inégaux. Pourquoi? Parce que ce qui nous perturbe, même si on met de l'équité dans toutes ces affaires, c'est que nous sommes différents et que nous avons du mal à trouver comment harmoniser nos différences. Bon. Ça, c'est existentiel. Mais les sociétés d'égaux ne sont possibles précisément qu'entre égaux. Et s'il n'y avait que des égaux en ce monde, Aristote nous dit on n'aurait pas besoin de justice. On aurait ce qu'il appelle la philia, qu'on traduit par amitié, ce qui n'est pas tout à fait idéal. Bien qu'il précise quelque chose d'étonnant dans l'Antiquité, on peut aussi être ami d'un esclave. Pourquoi? Parce que les esclaves tels qu'on les conçoit à l'époque ne sont pas forcément humainement des esclaves. Donc, une société d'égaux va engendrer inévitablement une grande quantité d'inégaux. C'est pour ça que ce n'est pas un système viable pour une cité politique donnée. Ou alors ça donne des sociétés de caste, qui est encore une formule pour concilier la différence entre les individus et les groupes et l'exigence d'égalité. On est égaux entre égaux, et évidemment ça peut dégénérer, et là je citerai la référence que tout le monde connaît, La ferme des animaux de George Orwell. Hein, tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Donc on est dans l'amorce du totalitarisme. Alors comment régler ce problème-là? Il y a une distinction à faire qui échappe cette fois à l'antagonisme ou à la complicité, selon les cas, égalité, équité. C'est la notion d'identité. Il doit bien y avoir chez tous les humains, dont nous savons à quel point ils diffèrent, parce que s'ils ne différaient pas, ils n'existeraient pas. Ils ne seraient même pas des fourmis, parce que, comme disait une Premier ministre à propos des Japonais, vous vous rappelez, Edith Cresson, les Japonais sont des fourmis. Les Anglais sont des PD, les Japonais sont des fourmis.
mal fini. Bon. Les Japonais aussi, remarquez maintenant, ont des problèmes. Il y a au moins une chose qui fait qu'on diffère, c'est qu'on diffère en tant qu'individu occupant un espace physique. Et c'est pour ça que quand on veut supprimer quelqu'un dont l'existence même vous fait de l'ombre, on utilise un terme en français qui est très intéressant, on liquide. Ou bien on égalise. Vous vous rappelez, Boris Vian appelait le pistolet un égalisateur. Quand on est tout nu et tout mort, on est effectivement égalisé. Mais égalisé à quel point de vue? Au point de vue concret. Tandis que cette égalité de fond qui fait que nous nous reconnaissons tous comme semblables, le même que soit de l'homme, il ne faut pas l'appeler égalité, il faut l'appeler identité. Nous avons tous la même identité humaine et c'est le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui, hélas, une tarte à la crème élastique, la dignité. Nous pouvons tous être respectés en tant qu'humains, c'est la clé de l'humanisme au meilleur sens du terme, en raison de cette identité. Mais l'identité a un immense avantage par rapport à l'égalité, c'est qu'elle ne nous conduit pas à nous embrouiller constamment dans le problème des inégalités au pluriel. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les inégalités du monde, de sexe, de couleur de peau, de richesse, de ceci, etc. L'identité reste la même. Parce que l'identité est d'essence, tandis que les inégalités sont d'existence. On est donc dans deux registres différents, et ça, c'est la deuxième grande confusion qu'il faut à tout prix éviter, parce qu'aujourd'hui, on ne l'évite pas. Aujourd'hui, on a une fâcheuse tendance à considérer que les manières d'être des personnes, c'est-à-dire leurs caractéristiques concrètes, font la personne. Et du coup, on se retrouve devant une situation dans laquelle on dit, tiens, il y a de l'indignité dans l'air, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas autant personnes que d'autres. Comme dit mon ami Eric Fiat, c'est une erreur parce qu'il n'existe pas de dignitomètre, c'est-à-dire de machine à mesurer la dignité. Chez les Romains, ça existait, ça s'appelait la dignitas, qui a donné les dignitaires, qu'on peut frapper d'indignité. On peut retirer la Légion d'honneur à quelqu'un. On ne peut pas lui retirer son identité humaine. Alors pour finir, je vais essayer de passer la parole au successeur parce que, vous voyez, c'est sec un peu les concepts. En même temps, on voit très bien le jeu, égalité, identité sont les deux poumons. Égalité et équité sont les deux poumons. Et si on n'en a qu'un des deux, on ne va pas respirer. On va s'étouffer, on va passer dans l'égalitarisme. Ou au contraire, on va voir que de l'équité, ça va être n'importe quoi, c'est-à-dire on va ajuster à tout. C'est pour ça que l'idée de règle de plomb est intéressante, c'est une idée d'Aristote. C'est une règle, mais elle est souple, elle permet d'ajuster. Tandis que la règle de fer, c'est une règle, mais elle est rigide. Et elle ne permet pas d'ajuster, elle permet d'équarrir. N'oubliez pas que la norma, c'est pas l'opéra, en latin c'est l'équerre, mais que ça a donné équarrir en français. La technostructure a une fâcheuse tendance à confondre règles de droit et équarrissage en chaîne. Ceci pour vous rassurer sur ce que vous souffrez en général quotidiennement. En termes plus anciens, c'est l'affaire du lit de Procuste. On enferme dans un lit pour raccourcir ce qui est trop long et rallonger ce qui est trop court. Tout ça, c'est l'égalitarisme, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Évidemment, le problème, vous le devinez, l'égalitarisme de la règle de fer, c'est simple. Les mêmes droits pour tous, le même accès pour tous, le même logement pour tous, ça conduit à quoi? Il n'y a qu'un lieu où ça marche, le goulag. La même ration pour tous. Ce qui est difficile, quand on veut être réellement juste, c'est-à-dire équitable, c'est d'entrer dans les détails. Et le diable est dans les détails. Comment va-t-on évaluer réellement les besoins de tel patient par rapport à tel autre? C'est là qu'il va falloir du jugement et par conséquent, on est renvoyé à toute autre chose. Et c'est là qu'on va passer dans l'histoire parce qu'il y a un fond, je terminerai par là pour passer la parole à l'histoire, justement. Il y a un fond parce que autant on peut dire le dialogue Platon-Aristote qui finit, comme vous le voyez, en pugilat, est le même aujourd'hui, autant le soubassement n'est pas le même. Dans la société de Platon et Aristote, Aristote est le seul à défendre une démocratie qui est d'ailleurs réservée aux hommes libres, dont sont exclus les femmes, les esclaves et les enfants. Chez Platon, il y a des castes, il y en a 3 principales. Chez les stoïciens, on aura la philanthropie, mais c'est très théorique. Et il va falloir qu'il y ait quelque chose de nouveau qui introduise dans le monde et qui va donner une nouvelle philosophie qui va se développer très lentement.
On peut dire que le fondement ultime de la dignité se trouve dans deux grands textes, la Genèse, et vous savez le commentaire qu'en fait le Talmud, si on fixe qu'il y a un seul couple humain, c'est pour dire qu'aucun humain n'est étranger essentiellement à un autre humain. Nous sommes tous des enfants du même couple, peu importe ce que racontent les évolutionnistes sur cette affaire. Et le deuxième grand texte fondateur, c'est Saint Paul, Épître aux Galates, chapitre 3. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni maître ni esclave. Alors il précise dans le Christ, et évidemment pour que ça soit aussi dans la société, il va falloir des siècles de réflexion. L'invention de l'idée de personne humaine par Boès au 5e, 6e siècle, la reprise par Kant au 18e, toutes sortes d'évolutions sur lesquelles je n'insisterai pas, mais pour passer la parole à la suite, je vous citerai quelques lignes d'Alexis de Tocqueville, qui a justement pour nous l'immense avantage d'avoir comparé deux grands types de sociétés, l'américaine, où on joue gagnant la liberté, en second l'égalité, la France, qui est le pays au monde de l'égalité, en mettant en second la liberté. D'où la blague que vous connaissez, quand un Américain voit passer une Rolls à côté de lui, il dit « Attendez un peu, dans 10 ans j'en aurai une aussi ». Quand un Français en 2 chevaux voit passer une Rolls à côté de lui, il dit « Quand est-ce qu'on va interdire les Rolls ?» Donc, vous voyez, c'est typiquement. Alors, cette citation de Tocqueville est intéressante, je pense qu'elle servira bien de lien, parce que, même si on est au XIXe siècle, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'il nous explique pourquoi nous sommes dans un enfer aujourd'hui, alors que les choses sont conceptuellement relativement simples. Pourquoi est-ce qu'on patauge? Voilà, il nous dit ceci. Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. Quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C'est pour cela que le désir d'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que plus on fait des efforts pour égaliser, plus la situation s'aggrave. Et je vous citerai pour finir, il y a un beau texte à regarder, c'est Michel Schneider, Big Mother. Comment notre société passe à la langue de bois, c'est-à-dire il faut de l'égalité partout, il faut égaliser les différents, il faut niveler, on entend ça partout, vous pouvez décliner ça comme vous voulez, et ça devient une folie. Ça devient une folie, pourquoi? Parce qu'on est dans les jeux du désir. On s'est fait prendre par le désir mimétique, comme dit René Girard. C'est-à-dire que ce qui est objet de désir est de plus en plus désirable à mesure que c'est désiré par d'autres. Et à mesure que plus de gens ont des objets de désir qu'ils peuvent désirer, plus pour nous, la crise du désir, le manque, se fait sentir. Ce qui fait que, et je terminerai par là, il faut couper, surtout dans le milieu où vous êtes, le discours concernant les besoins. Bon, il faut arrêter de diffuser Virginia Anderson, les 14 besoins. Les humains ne vivent pas de besoins, ils vivent de désirs. Fiat vend des voitures qui correspondent à des besoins, Mercedes et Porsche au désir. Qui gagne de l'argent? Vous le savez. Donc, vous voyez, le problème, quand vous mettez le désir là-dedans, c'est ce que Tocqueville devine. On n'est plus dans une perspective où c'est l'égalité des choses. Ça devient incommensurable parce que le désir est infini. C'est sur cette inquiétude, mais vous pourrez faire des objections ou poser des questions que je vous laisserai pour l'instant, avant que nous ayons une petite discussion. Voilà, merci pour votre attention.